Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Et donc là, j'ai le plaisir d'accueillir Master Lee, qui est avec nous ici et qui va justement nous donner son avis sur 60 ans de leadership. Master Lee, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Indépendance Tcha-Tcha. Bienvenue chez toi. Ça fallait pas le dire, mais c'est très important et je te renouvelle encore un grand merci de nous accueillir dans ces lieux en période de coronavirus parce qu'on n'a pas pu célébrer l'indépendance partout physiquement, et de cette résilience de se dire on doit fêter nos 60 ans, donc on a pu compter sur le complexe High Level, on a pu compter sur ton accueil et merci beaucoup. Bon, c'est le minimum, hein? C'est pas la première fois, donc il n'y a pas de quoi. On est ensemble pendant un mois, hein, Master Lee. Il n'y a pas de quoi. 4 dimanches. Je suis debout depuis 6h30. Ah, le warrior. Donc justement, c'est parce qu'on apprécie déjà nous-mêmes le leadership de Master Lee. Il va lui-même se présenter, hein, mais au niveau leadership, justement dans le secteur privé. Et justement, la question, après te présenter, c'est justement de nous expliquer, selon toi, quel leadership il faudrait à la tête de nos institutions. Ce n'est pas contre une personne, mais c'est que un pays, en 60 ans d'indépendance, on est à mesure justement de challenger, de se poser des questions sur le leadership qu'a eu le Congo. Donc, présente-toi et présente-nous justement 60 ans de leadership congolais. Ok, bon, c'est très simple, hein. Moi, c'est Master Lee, c'est mon nom d'artiste. Mais c'est Liévin Mafuta, entrepreneur. J'ai à peu près plus de 22 ans de carrière en tant que DJ en Europe, aux États-Unis et puis dans mon pays. Bon, 60 ans de leadership, ça c'est un problème pour moi, hein, donc. Moi, je dis c'est le plus grand problème du Congo, en fait. On n'a pas de leadership. C'est pas pour... c'est contre personne. Moi, je pense que il faut... Je ne sais pas, c'est difficile pour moi à expliquer, parce que sinon je vais être très extrême. On manque de leadership. Pour moi, le Congo devait être plus fort avec toutes les ressources que nous avons, et nous devons arrêter de se plaindre du passé et aller de l'avant, et le passé soit une leçon. Donc du coup, leadership, pour moi au Congo, je ne peux pas dire qu'il y a un leader qui m'a convaincu pour dire que non, il a fait du bon boulot. Je ne compte pas le nouveau président parce qu'il a à peine commencé. Et donc c'est difficile de le juger. Donc il faut qu'on attend le premier mandat. De là, je pourrais juger. Tous les autres qui sont passés, les difficultés, seuls eux-mêmes les savent. Mais moi, je dirais qu'il fallait avoir des gens sur terrain pour connaître les difficultés de la population, ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être un bon leader. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas être un bon leader. C'est facile d'être dans ton bureau en tant que président, faire des réunions des ministres consorts, on te dit toutes les belles histoires, ah, yosa leader, yosa leader, yosa leader, mais pendant que sur le terrain, tout va mal. Donc, quand on n'a pas la réalité du terrain, on ne peut pas être un bon leader. Moi, en tant que leader, je vais sur le terrain. Avec mon équipe, je commence avant eux, je travaille avec eux, je dors après eux. Donc, les difficultés qu'ils ont, je les sais. Quand ils m'expliquent leurs difficultés, pendant la soirée, peut-être je n'ai pas dit, mais je l'ai vu.
Donc, un leader qui ne connaît pas les difficultés de sa population ou de ses proches ne pourra jamais, mais jamais évoluer. Ça, c'est mon avis personnel. Donc vous pensez que les leaders jusqu'ici qu'on a eus n'étaient pas au plus près de la population, ne s'occupaient pas des vrais problèmes de la population, étaient peut-être dans des sphères, c'est la distance de leadership? Bon, je peux dire oui et non. Je ne les ai pas connus. Moi, j'ai grandi en Belgique. Vous voyez, en Belgique, on écoute les gens. Il y a des municipales hein, où c'est quoi les problèmes. Même aux États-Unis, c'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde explique. De là, ils étudient qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos proches, notre population, quand je dis nos proches, c'est pas la famille, la population soit heureuse. Mais nous, on n'a pas ça. C'est récemment, j'ai vu à l'Assemblée nationale, ils parlaient des maps à 200 francs, 300 francs, parce que tu as fait une promenade où tu as demandé, oh, les pains ont augmenté. Non. Par exemple, à Lubumbashi, tu dois aller à Katouba, tu dois aller à Bel Air, tu dois aller à Ouachi. Il faut savoir, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de quoi manger. Quand ils arrivent en ville, ils voient un supermarché, ils n'ont jamais vu chez eux. Donc, comment je peux dire ça en bon français? Il faut aller sur le terrain, c'est très simple. Il faut aller sur le terrain. Moi, personnellement, je vais m'impliquer. Moi, je m'en fous. Je vais aller sur le terrain, parler aux gens qui habitent au fond. Quel est votre problème? Ensemble, hein, on étudie. Si c'est possible, on le fait. Si ce n'est pas possible, je vais essayer de faire le minimum. Je ne dis pas que c'est facile de diriger. Hein. C'est pas facile de diriger. Mais si ce n'est pas possible, je ferai le minimum. Pour que ces gens-là ont quand même une vie meilleure qu'ils avaient les jours avant. Donc ça c'est mon avis. Donc on a beau discuter aux Assemblées nationales, au Sénat, on a voté ça, on a tralali. Les gens meurent de faim. Et toutes les histoires là. Il y a plein de gens même qui ne comprennent même pas. Ils ne parlent pas français. Il y a des gens, moi je connais des gens qui parlent que Swahili. Ils ne parlent pas français. Quand vous parlez plein de français, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Va sur le terrain, examine les problèmes, étudie-les, vois possible ou minimum. C'est très simple. Non, très bien. Ça, c'est justement un petit peu un commentaire sur le passé, mais alors maintenant, et le présent, mais alors justement maintenant, on parle aussi de ce sera quoi le Grand Congo de demain. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer des leaders de demain? Et puis, leader, c'est pas que politique, hein. On a justement tendance à trop attendre, non, le président, au gouvernement à Kossa, là, oh, ceci. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer du leadership congolais pour l'avenir? Moi, je pense que le Congo de demain, on doit compter sur nous-mêmes. On doit compter sur nous-mêmes. 100% congolais, je pense que j'ai parlé avec toi aussi, que j'aimerais faire un supermarché, même pas grand, hein, dont je travaille avec des agricoles, des fermiers, tout ce qui est congolais, parce que c'est possible. Hein. À prix basse, pas besoin d'importer, pas besoin de dédouaner, on prend tout ici. Et je pense aussi, on doit aller, tu sais, les Canadiens ils le font, hein, les Américains ils le font. Ils cherchent les gens intelligents partout au monde. Afrique, Asie, Océanie, Europe, les gens intelligents. Ils en ont besoin dans leur pays, ils leur offrent hein, des green cards, des travails et consorts. Moi, je pense que le Congo est capable de faire la même chose. Cherchons des Congolais qui sont capables, qui ont fait des études, diplômés à Harvard, diplômés à l'Université de Washington, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut aller à la chasse, aux Congolais capables. Tu vois? On doit faire la chasse aux Congolais capables. On est fort dans la musique. Par exemple, on a M. Joey qui est là. Tu sais, moi, j'ai des artistes, j'aime bien. Il est capable. Moi, si je dois m'investir, je sais que non, M. Joey, il est capable. Donc,
Ce qu'ils ont fait avec Jérémy, le docteur de Artémisia. Jérôme Mouniangui. Voilà, Jérôme. Il faut aller chercher, il faut aller chasser, il faut chasser à l'homme. Les footballeurs le font. Envoyer des comment on les appelle en français, les recruteurs. Envoyez-les, cherchez les Congolais, il est diplômé, machin, amenez-les, motivez-les, proposez-les quelque chose. Mais si nous on préfère, tous les DG des grandes sociétés ici, je ne suis pas du tout raciste, sont des blancs. 99%. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a aucun Congolais qui est capable. Moi, pour moi, c'est un problème. Mais tu vas à Neurof, c'est la même chose. C'est toujours eux. Tu vas aux États-Unis, c'est toujours eux. Quand tu as un black, comme nous on dit aux States, c'est house nigger. C'est-à-dire, il a dû lécher à un niveau que, je suis sûr qu'il rentre à la maison, il pleure. Mais il n'avait pas le choix pour son bonheur, il a dû faire ça. Mais on a des gens capables. Par exemple, au passage de Salim Overi Kalala, tu vois, capables. Comme lui, il y en a plein. Moi, j'en connais, avec qui j'ai étudié. Mais on ne les recrute pas. Allons, nous, avec le nouveau pouvoir, je pense qu'on doit aller à la chasse aux Congolais. Chasse aux Congolais. Capables. Mais dans tous les secteurs. Quand je dis tous les secteurs, tout. Moi, je suis en train de réfléchir, je me dis, écoute, moi, je suis diplômé en comptabilité informatique, mais j'ai choisi la musique. Mais, je peux faire plein de choses. J'ai choisi ce que j'aime. On va écouter M. Joey, notre artiste contemporain toujours, qui va nous faire un Back in the Days, un Back in the Independence Day. Écoutez, savourez et bon dimanche. Indépendance, cha-cha, tozuiye, Okimpwanza, cha-cha, tupakidi, au table rond, cha-cha, bagagneron, Okimpwanza, cha-cha, tozuiye. Marie-Louise, Salaye, nainayon. Marie-Louise, c'est du live et c'est M. Joey. Nous, on s'est éclaté, on a dansé, rumba. C'est super, super, super. Ça nous rappelle les chants de nos parents. Ça nous rappelle les chants qu'on aime encore maintenant. Alors, on va continuer. M. Joey ne part pas. Ah oui, il est ici. Donc, on va continuer nos 60 ans d'eux. On rappelle que Indépendance Cha-Cha, c'est 60 Congolais qui nous parlent de 60 ans d'indépendance avec 60 thèmes différents. Donc là, juste avant l'entrelude, on était au terme de 60 ans de corruption. Écoutez comment la corruption a commencé juste après l'indépendance et écoutez ce que les leaders d'aujourd'hui font pour lutter contre la corruption. Vous allez apprendre des choses. Une date dont vous enseignerez avec fierté la 60 ans après l'indépendance, la corruption coûte à la RDC près de 20 milliards de dollars, ce qui représente plus de 3 fois le budget du pays. La corruption sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Que de devoir définir la corruption, assimilons plutôt notre pays au corps humain. En fait, notre bien-être tient au bon fonctionnement des chaînes de valeur collectives régulées par nos institutions. Or, aujourd'hui, la corruption a détruit le système de santé, détruit le système éducatif, détruit le système judiciaire, détruit notre potentiel de créativité, innovation, générateur d'emplois. En RDC, rares sont ceux qui sont condamnés pour corruption, malgré les sommes détournées, laissant ainsi le mal nous ronger en profondeur. La corruption est une affaire de tous. La combattre, c'est refaire une fondation solide au bien-être collectif, garanti par nos ressources, mais que nous mendions, voici 60 ans, en lieu et place de le créer.
Luttons tous et disons non à la corruption. C'est la clé en nos mains pour un bonheur ici et maintenant. C'est le meilleur fruit de l'indépendance à léguer à notre postérité. Ceci est un message du réseau panafricain de lutte contre la corruption uni et Open RDC. J'avais l'impression que avec les autres, on pourrait s'entendre. Et quand je dis on pourrait s'entendre, ça veut dire on peut aussi les racheter. Les leaders congolais de l'époque que les Belges, la presse belge appelait les modérés, ils n'étaient pas si modérés que ça, ils étaient surtout corruptibles. Avec Lumumba, c'était difficile. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas lui faire entendre raison, qu'on ne pouvait pas l'acheter, le corrompre, parce que il avait son idée, il était assez idéaliste. En ce sens-là, oui, c'était un radical. Même en Belgique, les adversaires de Lumumba ne restent pas inactifs. Comme la commission d'enquête a pu l'établir, des fonds secrets sont envoyés au Congo dès juillet 60 pour déstabiliser le gouvernement Lumumba. Ce qui m'a frappé, c'est la piste de l'argent. C'est de découvrir qu'en 60, la Belgique avait voté un budget spécial qui était tout de même de 7 millions d'euros, ce qui n'était pas rien pour l'époque, qui était un budget spécial pour se concilier les faveurs des leaders congolais de l'époque. Aujourd'hui, je me dis, mais au fond, c'est une leçon qui leur a été enseignée en 60, et ben ils l'ont bien apprise, mais il faut retourner aux sources. Donc cet aspect de fonds secret qui échappait au contrôle parlementaire, qui était destiné à soudoyer les dirigeants congolais de l'époque, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, en tout cas moi je ne le savais pas, et qui m'a vraiment fait réfléchir. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de suggestions. On nous attaque parce que les membres du gouvernement congolais sont des hommes honnêtes qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter. On a voulu m'acheter moi-même, pas des millions. J'ai refusé, je n'accepterai pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds pour acheter des mécontents, des ingris, à travers le pays, qui jour par jour, dans les journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Bonjour, Monsieur Jimmy Kandé. Bonjour Madame Moussia, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Bienvenue. On tient le coup, ça va. Bienvenue sur le plateau de Indépendance Tcha-Tcha, le plateau virtuel. Alors avec vous, nous allons parler de 60 ans de corruption. Présentez-vous, Monsieur Kandé, s'il vous plaît. Alors, je suis Jimmy Kandé, je suis banquier, je suis économiste de formation et coordonnateur du réseau panafricain de lutte contre la corruption. Très bien. Alors, parlez-nous de 60 ans de corruption, c'est-à-dire les prémices de la corruption dans le milieu congolais. Alors, si je dois parler de la corruption en RDC, il faudrait déjà commencer par rappeler que l'Africain, de par sa culture et de tout ce qui existait comme pratique ancestrale, n'était pas quelqu'un qui était très habitué ou bien qui était, comment dirais-je, frappé par la corruption, parce que les gens avaient quand même un certain respect de bien de l'autrui. Et je pense que c'est la corruption, les premiers faits des corruptions apparaissent avec la venue des explorateurs, avec la venue de colons dans nos pays, parce que simplement, ils devaient avoir certains Africains dans leur dos pour essayer de pouvoir appuyer ce qu'ils étaient en train de faire. Du coup, deux fois... Je ne vous ai pas bien saisi. Diviser pour mieux régner, quoi. Ouais, diviser pour mieux régner, comme vous l'avez dit. Du coup, comme on dit toujours, il y a des collabos donc, qui acceptaient, moyennant de pots de vin, de fois, de vendre des secrets ou de plans de guerre à ces Occidentaux qui venaient.
Et je pense qu'avec la colonisation belge, lorsque avoir son indépendance, c'est là encore on a eu beaucoup d'effets de corruption où les Blancs commençaient vraiment à chercher à diviser les Noirs en mettant de l'argent pour essayer de diviser. On a eu des premiers faits de corruption. Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous allez voir dans l'un des discours de Lumumba qui mettait en garde nos frères congolais de l'époque contre la corruption qui était déjà un moyen qu'était en train d'utiliser le Belge pour essayer de pouvoir avoir certains Congolais avec eux. Alors, je pense que ces pratiques, bien que utilisées par le colon pour essayer d'acheter certains Congolais, n'étaient pas aussi répandues que ça. Je pense que c'est vraiment avec le président Mobutu que cette pratique de corruption est devenue monnaie courante dans notre pays où c'était devenu comme vraiment un mode de gestion dans la chose de l'État. Donc je pense que l'apogée de la corruption, ou bien je pense que les pics de la corruption, c'était pendant les années Mobutu, et c'est là, s'en est suivi où on avait des gens qui détournaient de l'argent, et vous savez qu'au fur et à mesure que les années étaient en train de passer, des créneaux pour continuer à corrompre, parce qu'à chaque fois, il y avait aussi comment dirais-je, il y avait des moyens qui étaient mis en place pour essayer de lutter contre la corruption, mais après, tu as des sociétés écrans aujourd'hui, des sociétés au niveau des îles Vierges britanniques, au niveau du Panama. C'est-à-dire que la corruption, c'est sophistiqué aujourd'hui. D'accord, donc là, on a passé les années Kabila. Ouais, là, on est pratiquement les années Mobutu finies. On a eu les années Kabila où la corruption a eu à prendre plusieurs formes. Ça veut dire qu'on commence, les gens ne détournent pas seulement l'argent de l'État via les entreprises publiques, mais les gens commencent à vouloir à faire des contrats où ils mettent en place des sociétés offshore ou de sociétés dans certains pays. Ils entrent dans les intérêts, c'est-à-dire ils viennent signer un contrat. Alors, ils font apparaître des individus qui n'ont rien à voir avec les contrats, mais derrière, tu as certains politiciens qui sont dedans. Et aujourd'hui, la corruption, tu vois ça partout. Tu as des roulages qui demandent de l'argent. Dans les écoles, tu as les professeurs qui demandent de l'argent. La corruption est devenue un mode de survie pratiquement pour la majeure partie des Congolais. Très bien. Ben, c'est bien de voir le lien entre les prémices, les bases, comment la corruption s'est développée au fur et à mesure des législatures et de voir justement ce qu'elle donne aujourd'hui. Et si on parle du Congo de demain, qu'est-ce que vous, justement, vous faites concrètement pour permettre à ce que demain, ce mal soit moindre? Alors, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment lutter contre la corruption, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une gangrène qui touche pratiquement tous les secteurs de la vie du Congolais. Mais je pense qu'il y a d'abord, on doit avoir un cadre institutionnel fort. Quand je parle d'un cadre institutionnel fort, c'est-à-dire ça permet à ce qu'il puisse y avoir un contrôle efficace dans la gestion des deniers publics. C'est-à-dire que tous ceux-là qui gèrent les deniers publics de l'État puissent savoir qu'il y a un contrôle avec un pouvoir, excuse-moi de la tautologie, avec un pouvoir de sanctionner. C'est-à-dire que ceux-là qui gèrent, lorsqu'ils sont coupables, lorsqu'il y a des choses, il faut que la justice puisse opérer de manière indépendante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que la justice puisse recouvrer son droit à pouvoir exercer de manière impartiale. Il puisse y avoir une éducation citoyenne spécifique liée à la corruption afin de sensibiliser les populations sur les enjeux de la corruption, sur les conséquences que cela a sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie, afin que les générations futures puissent être prévenues par rapport à cela. Merci beaucoup, Monsieur Jimmy Kandé, c'est très clair. Vous avez un mot pour 60 ans d'indépendance? Alors, je dirais juste 60 ans d'indépendance, essayons de ne plus trop être dans le tcha-tcha, parce que je pense qu'on a
beaucoup plus retenu la chanson de l'indépendance que l'esprit de l'indépendance. Donc, si, au-delà du chacha qui peut jouer dans nos oreilles, on peut se remémorer l'esprit de Lumumba, je pense que les choses changeront dans notre pays. Très bien, merci. 60 ans de musique. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo, du Grand Zaïre, sans parler de musique. 60 ans de musique qui fait le Grand Congo. Pour ce faire, j'ai invité Eddy Malko, grand promoteur culturel. Il va se présenter lui-même et il va nous parler justement de 60 ans de grandeur de la RDC. Je m'appelle Eddy Malko, opérateur culturel. J'œuvre plus dans la culture. Je vais parler de la musique. Hormis la musique, je peux parler d'autres choses aussi. Ça veut dire la culture congolaise. Très bien. On résume beaucoup la culture congolaise par la musique. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Dites-nous depuis 1960, qu'est-ce qui fait que le Congo, le Zaïre, a sorti de ses frontières de par la musique? D'ailleurs, on a un reportage justement à un moment donné qu'on a classé dans la catégorie mémoire, où on retrouve d'ailleurs tous ces personnages qui ont composé cette musique à ce moment-là. Oh là. Mais alors après, post-indépendance, c'était quoi la grandeur du Zaïre, de la musique zaïroise, de la musique congolaise? Quand on parle de la musique congolaise et quand on parle du Zaïre, ça c'est grave. Ça c'est vraiment grave parce que j'ai traversé. Je ne veux pas donner mon âge, mais je crois que je suis dans la quarantaine. Et dans la quarantaine, je vois 1970 jusqu'en 2020. C'est-à-dire que le Congo a traversé une grande période de musique et une grande période de turbulence. Et à chaque fois qu'il y a turbulence, les artistes, les musiciens se réveillent pour dire stop ou soit pour dire allons-y. Quand on dit indépendance tcha-tcha, ça veut dire allons-y. On stop, on avance par rapport à certaines choses. Mais on est plus dans la musique, en fait. D'accord. Alors, citez-nous les grands noms de cette période. Alors, le premier grand nom, je cite Papa Wemba. Le Kourou Papa Wemba, je cite Papa Wemba. Au-delà de l'imagination, au-delà de la grandiose de la musique, mais je cite Papa Wemba. Très bien. Oui. Et ensuite, une préférence pour vous, votre époque, votre swag, votre sap? S'il vous plaît, je ne vais pas citer autre chose que Papa Wemba, Okay. parce que la SAP, ça veut dire la société des ambianceurs et des personnes élégantes. S'il vous plaît, Élégante. caméra, s'il vous plaît, Élégante. s'il vous plaît, I'm Élégance. Africanisme, élégance, SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Je ne vais pas citer les griffes, mais bon, je suis habillé. Ok, Voilà. très bien. C'est une très bonne transition pour justement visionner le reportage sur la SAP et qui parle en même temps justement de 60 ans de musique du Grand Congo. Regardez. Je dirais que pour moi, il y a eu une rumba des 50 à 90 qui ne sera plus. 80-90, c'est beaucoup plus Zaïko, Viva la Musica.
parler de ça, de la musique, de 90 à 2000. Là, je vois d'abord l'apogée de Wenge. Et 97, je vois la dislocation. Quand je vois déjà début années 80, je me souviens directement, je pense directement aux 7 patrons. 7 patrons, donc c'est-à-dire là on a pratiquement, c'était une dislocation qui avait eu lieu entre Viva la Musica et Zaiko. Je sais ce que et nous et les Latinos, nous sommes très proches. De par nos cultures, je me demande même si ils ne sont pas venus de l'Afrique. Donc je nous retrouve beaucoup dans les Latinos. Je me dis que nous sommes dans le même style. Je dirais que c'est quand le boom a commencé bien sûr à se faire savoir à travers le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'avec déjà l'indépendance Tcha-Tcha en 1960, qui était l'hymne de l'indépendance en République démocratique du Congo, et qui simultanément pendant la même période est devenu l'hymne de plus de 10 pays qui accédaient à l'indépendance. Je parle notamment du hip-hop, et c'est pendant ces instants où la RDC avait su découvrir le talent qu'il y avait au-delà de cette rumba ndombolo qu'on avait l'habitude de danser sur, et qu'aujourd'hui dans toutes les fêtes pendant ces années 2000. Julien m'a dit ça, volume quoi? Si tôt le matin, je me réveille. Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de Dans le cadre des activités 60 ans d'Abisso, B1 TV vous propose le documentaire Lissapo, une passerelle culturelle qui traverse le temps. De 1960 à nos jours, nous vous conterons le parcours de ces hommes et femmes, pionniers et héritiers de ce magnifique patrimoine musical mondial, j'ai nommé la rumba congolaise. Bienvenue à vous dans ce nage culturel musical, et que vive la RDC, que vive notre indépendance, que vive nos 60 ans d'Abisso. Voilà, de retour sur le plateau après ce reportage quand même représentatif d'une tranche justement de l'ambiance congolaise. Alors on ne pouvait pas faire sans cette partie justement de 60 ans de musique. Jeff, lui d'ailleurs on l'appelle, mais après l'indépendance, vraiment 1960, c'est Khaled Jeff. Autour de lui, il a eu à former Taboulay. J'ai appris toute cette histoire pendant une bonne période. Et Taboulay avec la rivalité franco entre les années fin 60-70, donc qui a fait sortir d'autres tendances de musique. Et voilà, aujourd'hui on a eu des générations, on compte d'ailleurs Wendo Kolosoi, la première génération, la deuxième génération des Khaled Jeff, troisième génération qui a fait venir les Aiko, les Papa Wemba et tous qui sont venus après, quoi. Donc voilà. Très bien. Et aujourd'hui on est aussi fiers de notre scène d'aujourd'hui. Le Congolais d'aujourd'hui avec la jeunesse, je pense au M-Joe, mais je pense aussi, je sais pas moi, les noms ne viennent pas là, Yopé. Non mais justement, c'est-à-dire là nous sommes dans une nouvelle génération, oui. Et d'ailleurs je pense que il y a un niveau qu'il ne faudrait pas laisser passer, la quatrième génération. La quatrième génération, c'est la génération des Wenge. Oui. La quatrième, on est sur la quatrième génération. La génération des Wenge qui a fait en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup d'artistes aujourd'hui. Je pense que c'est une forme d'éclosion en fait de cette musique congolaise en fait. À partir de la quatrième génération,
une tendance musicale qui n'a pas suivi exactement ce que faisaient les autres. Ils n'ont pas été recrutés dans, je sais pas moi, dans Quartier Latin par exemple, ni par Papa Wemba. Eux, ils sont venus comme ça, la 4e génération. Voilà, des Wenge. Et à partir des Wenge, on a vu des tendances aujourd'hui. On sait voir Ferré, on sait voir beaucoup d'artistes qui sont en train de sortir. Oui. Donc, Fali Poupa, Ferré, voilà quoi. Il y a une forme dans. Kofi Olomide. Non, mais eux, ils sont de la 3e génération. Ah. Donc, il y a un problème, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'experts dans la musique. Ils doivent comprendre. Cette 3e génération qui a fait sortir les Fali, je pense vraiment que c'est une tendance. Voilà. C'est-à-dire, il y aurait peut-être des gens, des musicologues, ceux-là qui aiment la musique congolaise, ils peuvent structurer ça. Mais je pense que jusque-là, c'est la 4e génération encore qui est en train de faire sortir les artistes. Mais nous, de la nouvelle génération, ceux-là, ces jeunes artistes comme moi, on est venus de concours de jeunes talents. Il y en a plein comme ça à Kinshasa. Voilà. C'est-à-dire, il y a une marque de télécommunications qui a commencé à lancer les jeunes à partir des années 2010. C'est là où on a vu encore beaucoup d'artistes jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, moi, qui suis parmi les candidats en 2010, il y a Inospi, voilà quoi. Il y a toute cette tendance des jeunes, voilà. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'évoluer au Congo et je pense que c'est cette nouvelle génération qui va prendre le relais, en fait. Super, super, super. Et alors, on est en train de parler aussi du Congo de demain. Donc vous, en tant qu'artiste aujourd'hui, vous aussi, vous avez des enfants aujourd'hui. Vous aussi, demain, vous allez porter les autres. Qu'est-ce que vous auriez comme message justement par rapport à l'indépendance en général, hein, pas seulement par rapport à la musique? Qu'est-ce que vous aurez comme message justement en tant qu'artiste? Vous êtes des influenceurs. Hein? Je suis très ravi. Cette question, j'attendais ça. En fait, j'ai appris, bien qu'à l'école, mais aussi par mes propres recherches, que voilà, 60 ans pour un pays, c'est jeune en fait. La souveraineté, depuis l'indépendance, on s'est dit que voilà, les pays est devenu souverain. On peut comparer la RDC à la France avec tous ces pays qui sont devenus républiques à une époque. Mais si nous ne pouvons prendre que la France, il est devenu une forme de république en 1792. Donc s'il faut calculer les nombres d'années par rapport à la République démocratique du Congo, on est jeune. Ben oui, on se compare souvent. On dit oui, ici il se passe ça, mais là-bas il se passe pas ça. Justement, nous on est jeunes. Avant 1960, nous étions encore, on était en train d'être colonisés en fait. C'est-à-dire notre histoire commence à partir de 1960. Donc il y a plein de choses que voilà, déjà il y avait que 15 élites universitaires quand le pays a été indépendant, et il y a plein de choses qu'on a commencé à construire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes de 1960 à nos jours, mais c'est important qu'aujourd'hui nous jeunes commençons à comprendre cette histoire pour commencer à communiquer, parce qu'aujourd'hui on a des enfants. C'est-à-dire il y a eu une histoire qui était assez jeune, l'époque de Mobutu, personne ne comprenait rien, et voilà quoi. Donc, autour de 60 ans, je pense vraiment que le Congo est encore jeune, mais après on peut miser sur le système éducatif aujourd'hui pour que voilà, le système éducatif, pour que les jeunes puissent comprendre d'abord c'est quoi le fait d'être congolais, comment est-ce qu'on a eu à acquérir notre indépendance, pour que on prenne conscience de responsabilités qu'on doit avoir. Parce que ceux-là qui dirigent aujourd'hui, il y a 40 ans, ils étaient jeunes. Ils ont été informés dans un sens. Mais nous, les jeunes aujourd'hui, artistes et musiciens, nous devons faire attention à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour que le Congo puisse exister. Ceux-là qui sont jeunes aujourd'hui peuvent demain diriger. Donc, 60 ans, c'est encore jeune. Tous les problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui peuvent nous servir à l'avenir des solutions pour ne pas tomber sur les mêmes erreurs. Et il y a moyen que, si seulement nous, on n'arrive pas à arranger tout de suite les choses, que nos enfants puissent apprendre de quelque chose en nous. Voilà. C'est ça, c'est voilà. Les prochaines générations, c'est très important. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'histoire du Congo, les artistes avaient un grand mot à dire. Les artistes étaient vraiment influenceurs, dommage, créateurs de tendances. Dommage qu'il y a une très 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 mauvaise image des artistes. Ceux-là aujourd'hui qui ne sont qu'en train de prôner des choses qui nous laissent
dans des moments de distraction. Oui. Je pense vraiment que tous nos aînés devaient prendre conscience de leur rôle. C'est vrai, on doit passer du temps à danser, mais dans des albums, sur leur album, il doit y avoir quelque part ce côté de dire aux jeunes que voilà, des chansons comme jusqu'aujourd'hui on chante Khaled Jeff, hein, c'est-à-dire c'est ces côtés-là, quoi. C'était une victoire, mais quand eux, les colons, nous ont fait comprendre qu'on n'était pas encore prêts pour avoir l'indépendance, je pense qu'aujourd'hui les gens commencent à dire voilà, quoi, ils avaient peut-être raison, parce que aujourd'hui on ne fait que voir des problèmes et des problèmes. Voilà. Je ne suis pas en train d'encourager la façon dont ils nous ont traités pendant des siècles, mais ce qui est important, c'est que les artistes, nos aînés, qui ont ce pouvoir de faire comprendre à la jeunesse, c'est bien de crier des danses tous les jours, c'est bien de chanter la femme, mais ce pays est jeune. 60 ans, oui, c'est vrai, mais 60 ans ne représentent rien par rapport à une patrie, et c'est les moments que eux peuvent laisser, les chansons qui peuvent rester plus de 100 ans pour que les jeunes qui vont venir après nous, ou encore nous, dès que nous avons un côté pour gérer le pays, nous puissions avoir la conscience de dire que voilà, on peut faire des choses pour l'évolution du pays. C'est bien, c'est Voilà. très bien. On compte sur vous les artistes, on compte sur vous les influenceurs. Dernièrement, on parlait par exemple du problème de tribalisme. On pense que justement, voilà, les gens qui ont un grand public peuvent justement traiter de ces questions-là de société, envoyer des bons messages, changer les mentalités. D'ailleurs, en parlant de tribalisme, il faudrait vraiment que nous, jeunes, nous puissions comprendre d'où est venu tous ces systèmes. C'est-à-dire, le fait, notre pays à nous, a été tracé, non pas par les politiciens congolais, mais par des étrangers, en fait. Ceux-là qui sont venus pour faire comprendre pour leurs intérêts. Voilà. Mais après, nous héritons jusqu'à aujourd'hui des clôtures de la RDC. Nous héritons de ça, en fait. Mais quand quelqu'un vient par rapport à ses intérêts, il est en train de faire vraiment des choses qui lui concernent lui. Il récupère de l'autre côté ceux qui sont de l'Est avec leur langue, leur façon de vivre. On nous a mis tous ensemble. Et voilà. Ces côtés-là que les gens ne maîtrisent pas. C'est pas mauvais que nous puissions vivre en communauté, mais dans la phase où nous sommes, il est grand temps maintenant de pouvoir trouver les intérêts de chaque communauté et que nous puissions travailler ensemble pour que le Congo aille de l'avant. Voilà. Merci beaucoup Mjoé. Merci beaucoup pour ces magnifiques. On sera encore avec vous après, hein. Justement, pas fini, on est là. Merci. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.